357 miroirs, 1000 bougeoirs, 20 tonnes de bronze doré. Quand vous regardez Versailles, vous voyez ce que Louis XIV voulait que vous voyiez. Un palais conçu pour éblouir, pour couper le souffle. La lumière rebondit d'un miroir à l'autre. Les lustres projettent des éclats sur les murs et tout, absolument tout, brille. C'est l'image que le monde entier connaît. C'est l'image qu'on vous a vendue depuis l'école. Mais personne ne vous a jamais parlé de ce qu'on sentait en y entrant. 10 000 personnes entassées dans ce palais, des centaines de chevaux à quelques mètres des fenêtres, des couloirs entiers transformés en latrines à ciel ouvert, et des corps, des milliers de corps qui ne se lavaient presque jamais. La princesse Palatine, belle-sœur du roi, a écrit un jour que tout le château puait, que les escaliers étaient si nauséabonds qu'on ne pouvait pas les emprunter sans se couvrir le visage. Elle l'a écrit noir sur blanc, dans une lettre à sa famille en Allemagne. Pas une rumeur, pas une exagération, un témoignage direct, rédigé par une femme qui vivait à l'intérieur de ces murs. Les courtisans portaient des kilos de parfum pour survivre, pas par coquetterie, par nécessité. Et le roi lui-même, le roi Soleil, l'homme le plus puissant d'Europe, avait une mâchoire à moitié arrachée par ses médecins et un corps ravagé par des décennies de traitements brutaux. Son haleine, d'après ceux qui l'approchaient, était à peine supportable. Le palais le plus célèbre du monde était un cauchemar pour les narines. Et tout ce que vous avez lu dans les manuels scolaires a été soigneusement nettoyé. 3 siècles après les faits. L'histoire officielle s'arrête ici. La vraie commence maintenant. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ce soir. Et à la fin, dites-moi si on vous avait déjà raconté cette version de l'histoire. Abonnez-vous si vous en avez assez des contes de fées sur Versailles. Je m'appelle Augustin. Ça fait plus de 15 ans que je fouille les archives de Versailles, les lettres des courtisans, les mémoires des témoins, les rapports des médecins du roi, les documents que la plupart des chaînes d'histoire ne touchent jamais. Et je peux vous dire une chose, après des années passées dans ces textes, ce ne sont pas les complots ou les scandales qui m'ont le plus marqué, ce sont les odeurs. Parce que quand un courtisan décrit la puanteur d'un couloir dans une lettre à sa femme, quand un médecin note l'état d'une plaie royale avec une précision clinique, quand la princesse Palatine écrit à sa famille que Versailles est irrespirable, là, le palais cesse d'être un décor. Il devient un lieu où des gens vivaient, avec leur corps, avec leur sens, avec tout ce que la propagande a effacé. C'est cette histoire-là que je vais vous raconter ce soir. Voici ce que j'ai trouvé. Commençons par un chiffre. À son apogée, sous Louis XIV, Versailles accueille entre 5 000 et 10 000 personnes chaque jour. Courtisans, serviteurs, gardes, cuisiniers, palefreniers, marchands ambulants, visiteurs venus de province pour apercevoir le roi. Tout ce monde circule, mange, dort, travaille et vit dans un espace qui, aussi immense qu'il paraisse, n'a jamais été conçu pour contenir autant d'êtres humains à la fois. Et maintenant, la question que personne ne pose, où est-ce que ces gens allaient aux toilettes? La réponse est simple, et elle est brutale. Presque nulle part. Les lieux d'aisance officiels du château, les vraies latrines, avec un semblant d'évacuation, se comptent sur les doigts de quelques mains, pour 10 000 personnes. Les chiffres varient selon les historiens, mais tous s'accordent sur un point. C'était dérisoire, grotesquement insuffisant.
Et le problème n'a jamais été résolu du vivant de Louis XIV parce que le roi avait d'autres priorités. Les fontaines, les jardins, la galerie des glaces, l'eau comme spectacle, comme démonstration de puissance absolue, pas comme hygiène. Alors, les courtisans se débrouillaient. Les plus privilégiés possédaient une chaise percée, un fauteuil avec un pot de chambre intégré, dissimulé sous un coussin ou un tissu, un meuble de luxe réservé à la haute noblesse. Certaines chaises percées étaient recouvertes de velours ornées de clous dorés. On recevait des visiteurs assis dessus, on y tenait des conversations importantes, c'était normal, et c'était un privilège que la plupart des habitants du château n'avaient pas. Les autres, les milliers d'autres, utilisaient des pots de chambre vidés par les domestiques, quand les domestiques venaient les vider, quand ils n'oubliaient pas, quand les pots n'étaient pas déjà pleins depuis la veille, et quand il n'y avait ni chaise percée, ni pot de chambre, ni domestique disponible, ce qui arrivait constamment, les gens faisaient ce que les gens font quand ils n'ont pas le choix. Les couloirs servaient de latrines, les escaliers aussi, les recoins derrière les tapisseries, les cours intérieures, les passages de service. Partout où un corps pouvait se dissimuler 30 secondes, quelqu'un finissait par se soulager. Ce n'est pas une spéculation, on le sait parce que le roi lui-même a dû intervenir. Il existe des ordonnances royales, des documents officiels, signés, archivés, qui interdisent formellement de faire ses nécessités dans les escaliers et les couloirs du château. Ces ordonnances ont été publiées plusieurs fois, répétées, reformulées. Le fait qu'il ait fallu les écrire, les réécrire, les afficher à nouveau, prouve que le problème était endémique, incontrôlable, que les interdictions ne servaient à rien parce qu'il n'y avait tout simplement pas d'alternative. Et sous tout ça, il y avait les fosses d'aisance, les puits où s'accumulaient les excréments collectés dans les pots de chambre et les rares latrines débordaient régulièrement. L'évacuation était archaïque quand elle existait. Les vidangeurs de nuit, c'est leur vrai nom. Les hommes chargés de vider ces fosses travaillaient dans des conditions que je préfère vous laisser imaginer. Ils descendaient dans les puits avec des seaux, dans le noir, dans une puanteur qui provoquait des évanouissements. Certains n'en remontaient pas, asphyxiés par les gaz, et personne à la cour, personne du plus grand-duc au dernier valet, ne voulait savoir comment le système fonctionnait, tant que le système fonctionnait. Ce qui me frappe, après des années avec ces documents, ce n'est pas la saleté, c'est le silence autour de la saleté. Versailles a produit des milliers de pages de mémoires, de correspondances, de journaux intimes. Les courtisans écrivaient surtout les intrigues, les modes, les amours, les disgrâces. Mais sur les excréments dans les escaliers, sur l'odeur des fosses en été, sur les conditions réelles dans lesquelles ils vivaient, chaque jour, presque rien. Comme si le nommer rendait la chose réelle, comme si le taire suffisait à le faire disparaître. Louis XIV a dépensé des fortunes pour les fontaines de Versailles. Il a détourné des rivières, construit des aqueducs, englouti des millions de livres dans un système hydraulique qui reste un prodige d'ingénierie. L'eau jaillissait dans les jardins, cascadait dans les bassins, dansait devant les fenêtres du roi. L'eau comme pouvoir, l'eau comme art. Mais dans les appartements, il n'y avait pas d'eau courante, pas de canalisation, pas de système sanitaire digne de ce nom. L'eau la plus spectaculaire d'Europe coulait dans les jardins de Versailles, et à 50 mètres de là,
des êtres humains vivaient dans des conditions que nous n'accepterions pas aujourd'hui pour un chenil. On appelle ça le luxe de Versailles. Je ne suis pas sûr que luxe soit le bon mot quand le minimum, le strict minimum de ce que nous considérons comme de la dignité n'existait pas, et le château n'est que le décor. Ce qui sentait vraiment à Versailles, ce sont les corps. Chaque matin, à 8h30, la porte de la chambre royale s'ouvre. Les courtisans entrent. Par vagues successives, selon un ordre codifié à la minute près, d'abord les princes du sang, puis les grands officiers, puis les titulaires du droit d'entrée, puis les autres, rangés par degrés de faveur. Ils se pressent dans la pièce. 20, 30, parfois 50 personnes dans un espace fermé, aux fenêtres closes, en plein été, et aucune d'entre elles ne s'est lavée. Pas ce matin-là, pas la veille, pas la semaine précédente. Pour la plupart, pas depuis des semaines. Certains, pas depuis des mois. Et le roi non plus. Il faut comprendre quelque chose que notre époque a du mal à saisir. Au XVIIe siècle, l'eau n'est pas perçue comme un agent de propreté. Elle est perçue comme un danger. Les médecins de l'époque, les plus respectés, ceux qui soignent le roi, sont convaincus que l'eau ouvre les pores de la peau et laisse entrer les maladies. Le bain affaiblit le corps. L'eau chaude ramollit les chairs. L'eau froide provoque des chocs. Dans les deux cas, se baigner, c'est s'exposer, se mettre en péril, risquer sa vie. Alors, on ne se baigne pas. Louis XIV, l'homme qui possède les plus beaux jardins aquatiques d'Europe, prend un bain complet peut-être quelques fois par an. Les historiens débattent encore du chiffre exact, mais tous s'accordent sur un ordre de grandeur qui nous sidère. Et quand il se lave, ce n'est pas dans de l'eau claire, c'est dans de l'eau parfumée, tiède, préparée avec des précautions infinies, un événement médical autant qu'un acte d'hygiène. Le reste du temps, là où la toilette du roi consiste à se frotter le visage et les mains avec un linge imbibé d'alcool ou d'esprit de vin. Le corps entier, lui, ne voit jamais d'eau. Jamais. Et ce que le roi fait, la cour le fait. Les courtisans suivent les mêmes principes. Ils changent de chemise, le sous-vêtement blanc porté à même la peau, 1 ou 2 fois par jour pour les plus soigneux. C'est la chemise propre qui lave, pas l'eau. Le tissu absorbe la crasse et on recommence. Les habits extérieurs, eux, les justes au corps brodés, les robes à paniers, les pourpoints, ne sont jamais lavés. Jamais. Ces vêtements valent que des fortunes. Certaines robes de cour coûtent l'équivalent de plusieurs années de salaire d'un ouvrier. On ne les plonge pas dans l'eau, on les porte pendant des semaines, des mois. Ils accumulent la sueur, la graisse corporelle, les éclaboussures de nourriture, la poussière, la fumée des bougies, et par-dessus tout ça, couche après couche, le parfum qu'on y vaporise pour masquer le reste. Georges Vigarello, l'historien qui a consacré sa carrière à l'histoire de l'hygiène, a un mot pour décrire cette époque. Il parle de toilette sèche, pas d'eau, du linge, du parfum, de la poudre et l'illusion que ça suffit. Parlons du parfum. Ce que nous appelons parfum aujourd'hui, quelques gouttes derrière l'oreille, une légère fragrance, n'a rien à voir avec ce que les courtisans de Versailles portaient sur eux. Rien du tout. À la cour de Louis XIV, le parfum n'est pas un accessoire, c'est une armure. On s'en couvre, littéralement. Du musc, de l'ambre, de la civette, des substances animales, d'une puissance olfactive que notre nez contemporain aurait du mal à supporter,
même seuls, même en petite quantité. Les courtisans les portent en quantité massive, superposée, mélangée. Leurs gants sont parfumés, leurs mouchoirs sont parfumés, leurs éventails sont imbibés d'essence. Les femmes glissent des sachets d'herbes aromatiques dans leur corsage. Les hommes portent des pommes de senteur, des boules de métal ajourées, remplies de substances odorantes, accrochées à leur ceinture ou cachées dans leurs poches. Et tout ça ne masquait rien. Tout ça se mélangeait. Imaginez la sueur de corps jamais lavé, la graisse de perruque portée pendant des semaines, j'y viens, le parfum animal du musc et de la civette, la poudre, l'alcool d'esprit de vin. Tout ça dans la même pièce, porté à la température de 50 corps serrés les uns contre les autres, en plein mois de juillet. L'odeur qui flottait dans la chambre du roi pendant le lever n'était ni de la saleté ni du parfum. C'étaient les deux ensemble, fermentés par la chaleur. Et les perruques, il faut en parler parce qu'elles sont le résumé de tout ce système. Les perruques de cour, ces édifices capillaires qui culminent parfois à 50 cm au-dessus du crâne, sont fabriquées à partir de cheveux humains ou de crins, fixés avec de la graisse animale, du suif le plus souvent, poudrés avec de la farine ou de l'amidon et portées pendant des semaines sans être nettoyées. Elles abritaient des poux, des lentes, parfois des souris si l'on en croit certains témoignages, mais là, je ne suis pas certain que ce ne soit pas de l'exagération satirique. Ce qui est documenté, en revanche, c'est l'odeur. Une perruque de courtisan, après 3 semaines de port, sentait le suif rance, la sueur accumulée, la poudre humide et la décomposition organique, et on la remettait chaque matin, sur un crâne rasé pour éviter les poux, ce qui ne fonctionnait pas, dans une chambre où 20 autres perruques identiques dégageaient la même odeur. Ce qui m'a frappé, après des années à lire ces descriptions, ce n'est pas l'horreur, c'est l'absence totale d'horreur chez ceux qui le vivaient. Pour eux, c'était normal. La puanteur n'était pas un problème, c'était le monde. On ne se plaignait pas de l'odeur des corps, comme on ne se plaignait pas de la gravité. Elle était là, on vivait avec, on parfumait par-dessus, et on continuait. Notre dégoût n'est pas universel, il est historique. Et le reconnaître change quelque chose dans la façon dont on regarde ces gens, non pas comme des barbares, mais comme des êtres humains, pris dans un système de croyances qui leur semblait aussi évident que les nôtres nous semblent évidentes à nous. Mais les corps ne sont qu'un début, parce que Versailles ne sentait pas seulement la sueur et le parfum, il sentait aussi la maladie et la mort. En 1685, les médecins du roi arrachent à Louis XIV la totalité de la mâchoire supérieure gauche, pas en une fois, en plusieurs séances, avec des instruments qui ressemblent davantage à des outils de forgeron qu'à du matériel chirurgical. Ils extraient d'atoll les dents, puis l'os, puis ils cautérisent la plaie, c'est-à-dire qu'ils brûlent la chair à vif pour empêcher l'infection. Le résultat, un trou béant entre la bouche et la cavité nasale, une communication permanente entre ce que le roi mange et ce qu'il respire. Les aliments remontent par le nez, les liquides fuient, et l'haleine du roi Soleil, à partir de ce jour, devient quelque chose que ses proches doivent apprendre à supporter sans broncher. On le sait parce que ces médecins ont tout noté. Le Journal de la santé du roi Louis XIV est un document extraordinaire, tenu sur plusieurs décennies
par 3 médecins successifs, Vallot, Daquin, puis Fagon. Il consigne chaque symptôme, chaque traitement, chaque purge, chaque crise avec une précision clinique qui ferait honneur à un dossier médical moderne. Fièvre, diarrhée, abcès, infection cutanée, migraine, vertige, tout y est, page après page, année après année. La santé du roi comme affaire d'État, documentée avec la rigueur d'un rapport militaire. Et ce que ce journal révèle, entre les lignes, c'est une odeur. Parce que la médecine du XVIIe siècle ne soigne pas, elle agresse. Les traitements que Louis XIV a subis tout au long de sa vie sont d'une violence que nous avons du mal à concevoir. Les saignées, on ouvre une veine et on laisse couler le sang dans un bassin, étaient pratiquées des dizaines de fois par an. Le sang séchait sur les draps, sur les chemises, sur les mains des chirurgiens. Il tachait tout et il sentait. Les purges, des mélanges de plantes violemment laxatives, administrées par voie orale, provoquaient des diarrhées qui duraient des heures. Les lavements, des injections rectales d'eau tiède, mélangées à diverses substances, étaient quotidiens. Louis XIV en a subi plus de 2000 au cours de sa vie. Plus de 2000. Ce chiffre est dans le journal de ses médecins, et chaque traitement laissait sa trace olfactive. Le sang, la bile, les sels liquides, les cataplasmes à base de graisse animale et de fiente appliqués sur les plaies, les emplâtres de cire et de résine collés sur la peau pendant des jours, les vapeurs de soufre inhalées pour purifier les poumons. La chambre du roi, après une journée de traitement, devait sentir le cabinet médical mêlé à l'abattoir. Et les courtisans qui y entraient le lendemain matin pour le lever ne disaient rien. L'étiquette l'interdisait. Mais c'est la fin qui est la plus terrible. En septembre 1715, Louis XIV meurt. Il a 76 ans. Depuis plusieurs semaines, sa jambe gauche noircit. La gangrène. Ses médecins le savent. Le roi le sait. Tout le monde le sait parce que tout le monde peut le sentir. La gangrène a une odeur que ceux qui l'ont côtoyée ne décrivent jamais avec précision, comme si les mots n'y suffisaient pas. Les témoins de l'agonie du roi utilisent des périphrases, une odeur insoutenable, un air corrompu, quelque chose d'irrespirable. Personne ne dit ce que c'est vraiment. La chair d'un homme vivant qui pourrit sur son corps. Et pendant des jours, les courtisans viennent. Ils entrent dans la chambre. Ils s'approchent du lit. Ils restent, certains pendant des heures, immobiles, le visage composé, dans une puanteur que notre imagination ne peut pas reconstituer. Pas par amour, pas par loyauté, ou pas seulement, par calcul, parce que le roi mourant observe encore, parce que le roi mourant note encore qui est là et qui n'est pas là, parce que le successeur observera qui était au chevet et qui avait déserté. L'étiquette de Versailles ne s'arrêtait pas au seuil de la mort. Elle devenait plus impitoyable encore, et l'odeur de la gangrène était le prix à payer pour rester dans le jeu. Ce n'était pas du courage, ou plutôt, c'en était un, mais pas du genre qu'on célèbre. C'était le courage de supporter l'insupportable, parce que partir coûtait plus cher que rester. J'ai lu les témoignages de cette agonie des dizaines de fois, ce qui me trouble encore, et je dis encore, parce que ça fait des années que je tourne autour de cette scène. C'est le silence des témoins sur ce qu'ils ressentaient physiquement. Ils décrivent les gestes du roi, ses dernières paroles, le protocole, mais jamais ce que leur propre corps endurait dans cette pièce, comme si leur corps n'existait pas, comme si la cour avait réussi à produire des êtres humains
capables de nier leur propre nez. Et Louis XIV n'était pas le seul à être malade. Versailles, à n'importe quel moment de son histoire, était un foyer d'infection. La variole a fauché des membres de la famille royale. Les fièvres circulaient en permanence, dans un lieu sans hygiène, sans ventilation correcte, où des milliers de personnes partageaient des espaces clos. Les maladies se transmettaient à une vitesse vertigineuse. Les courtisans toussaient, suppuraient, mouraient parfois dans leurs appartements, et les murs absorbaient tout, la sueur des vivants et l'odeur des mourants. Les tentures, les tapis, les rideaux, rien n'était jamais véritablement nettoyé. Chaque tissu dans Versailles portait en lui des couches d'odeurs accumulées sur des années, des décennies. La maladie à Versailles n'était pas un accident, c'était une condition permanente, et sa puanteur faisait partie du fond sonore, ou plutôt du fond olfactif, sur lequel tout le reste se jouait. Les intrigues, les amours, les trahisons, les fêtes, les cérémonies, tout ça baignait dans une odeur de corps souffrant que personne ne mentionnait parce que tout le monde la respirait. Les corps et la maladie, on pourrait croire que c'est le pire. Mais il reste les cuisines, les jardins, les écuries et les canaux. Un jour d'été, 1690 ou 95 ou 1702, peu importe, n'importe quel jour d'été à Versailles sous Louis XIV. Sortez du château, traversez la terrasse, descendez les marches vers les jardins, respirez. Vous vous attendez à l'air frais, aux fleurs, à l'odeur des buis taillés et de l'eau qui coule dans les fontaines. Ce que vous recevez est tout autre chose. Le Grand Canal, cette étendue d'eau monumentale qui s'étire sur plus d'1,5 kilomètre au bout de la perspective, stagne. L'eau ne circule pas, ou si peu. Le système hydraulique de Versailles, aussi prodigieux soit-il, n'a jamais réussi à alimenter correctement l'ensemble des bassins et des canaux en même temps. On fait jouer les fontaines quand le roi passe, et uniquement quand le roi passe. Des fontainiers, cachés dans les bosquets, se transmettent des signaux pour ouvrir et fermer les vannes au bon moment, afin de créer l'illusion d'une abondance permanente. Le reste du temps, l'eau croupit, elle verdit, elle fermente sous le soleil. Les moustiques pondent à la surface. Et l'odeur qui s'en dégage, cette odeur lourde et douceâtre d'eau stagnante mêlée de vase, monte vers le château avec la brise d'été. L'intendant de Versailles le savait. Les correspondances le montrent. Des lettres, des rapports, des plaintes répétées sur l'état des canaux, sur la nécessité de curer les bassins, sur les exhalaisons malsaines qui incommodaient la cour. Mais curer un canal de cette taille coûte une fortune, et l'argent va ailleurs, toujours ailleurs, aux guerres, aux fêtes, à la construction de nouvelles ailes. L'entretien sanitaire de Versailles n'a jamais été une priorité. Il ne le sera jamais. Maintenant, tournez-vous vers la droite. Les écuries. La grande écurie et la petite écurie, deux bâtiments colossaux conçus par Jules Hardouin-Mansart, situés de part et d'autre de la place d'Armes, juste en face du château. Des centaines de chevaux y vivent en permanence, peut-être 600 à certaines périodes, des chevaux de selle, des chevaux d'attelage, des chevaux de parade, la cavalerie personnelle du roi, et 600 chevaux, ça produit chaque jour des tonnes de fumier et des centaines de litres d'urine, le tout à quelques dizaines de mètres des fenêtres de la cour, par vent favorable, si l'on peut appeler ça favorable.
L'odeur des écuries entrait directement dans les appartements, et les chevaux n'étaient pas seuls. Louis XIV avait créé une ménagerie royale dans le parc de Versailles, un zoo en termes modernes, mais sans aucune des normes que nous associons à ce mot. Des éléphants, des lions, des autruches, des gazelles, des oiseaux exotiques par dizaines, des animaux venus d'Afrique, d'Asie, des Amériques, offerts par des ambassadeurs, capturés lors d'expéditions, exhibés comme des trophées vivants de la puissance française. Ces animaux vivaient dans des enclos dont le nettoyage, je n'ai trouvé que très peu de documents détaillant les protocoles d'entretien, ce qui en soi est révélateur, était vraisemblablement sommaire. La puanteur d'un enclos de fauves en plein été, dans un parc où l'air circule peu entre les haies et les murs, il suffit d'être passé devant un vieux zoo en août pour avoir une idée approximative. Maintenant, ajoutez ça à tout le reste. Revenons à l'intérieur. Les cuisines de Versailles fonctionnent comme une petite industrie. Pour nourrir la cour, il faut abattre des animaux, des bœufs, des moutons, des volailles par centaines, à proximité du château. Le sang coule, les entrailles s'accumulent, les déchets de boucherie sont évacués quand ils sont évacués. Et la viande qui arrive en cuisine n'est pas réfrigérée, parce que la réfrigération n'existe pas. En hiver, on stocke de la glace dans des glacières souterraines, et ça aide un peu. En été, la viande tourne. Le poisson, acheminé depuis les côtes sur des charrettes à travers des routes poussiéreuses, arrive dans un état que les registres de la bouche du roi, le service de cuisine royale, qualifie parfois avec une franchise désarmante. Des plaintes sont consignées. La qualité des denrées est insuffisante. Le poisson est avancé. La viande est suspecte. Et malgré tout, on cuisine. On sert. Le roi mange. Si vous pensez à l'image des banquets royaux, les tables couvertes de gibier, les pièces montées, les fruits en pyramide, les vins dans des carafes de cristal, gardez cette image. Elle est exacte. Mais ajoutez-y l'odeur de la viande, qui commence à tourner dans les plats que personne n'a encore touchés, les relents de graisse brûlée qui montent des cuisines en sous-sol, les effluves de poissons douteux masqués sous des sauces épicées, et la chaleur des centaines de bougies qui font monter la température de la pièce, et donc accélèrent la décomposition de tout ce qui se trouve sur la table. Les banquets de Versailles étaient des spectacles pour les yeux. Pour le nez, c'était autre chose. Et tout cela, les canaux stagnants, les écuries, la ménagerie, les cuisines, les déchets, se superposaient aux odeurs du château lui-même, les couloirs souillés, les corps jamais lavés, les malades dans leurs appartements, les perruques rances, les parfums écrasants. Versailles n'avait pas une odeur. Versailles avait des dizaines d'odeurs, empilées les unes sur les autres, mélangées par la chaleur, comprimées entre les murs de pierre, et chacune d'entre elles racontait quelque chose que la façade dorée s'efforçait de cacher. Vous savez ce qui me surprend le plus, après toutes ces années avec ces documents, ce n'est pas que Versailles sentait mauvais. Ça, n'importe quel historien vous le dira si vous insistez un peu. Ce qui me surprend, c'est qu'on a réussi à l'oublier, que 3 siècles de peinture, de gravure, de récits officiels, de guides touristiques et de documentaires ont réussi à effacer complètement la dimension olfactive de ce lieu. On vous montre les miroirs, on ne vous montre jamais ce qu'on sentait en les regardant. Donc, ils vivaient là-dedans. C'est la chose qu'il ne faut pas perdre de vue, et c'est la chose la plus difficile à comprendre depuis notre époque.
Ces gens ne visitaient pas Versailles. Ils y habitaient, ils s'y réveillaient chaque matin, respiraient cet air chaque jour et trouvaient que le moyen de fonctionner, d'intriguer, de séduire, de danser, de rire, de vivre des vies entières à l'intérieur de ce mélange olfactif que nous venons de décrire. Et pour ça, ils avaient développé un arsenal. Commençons par les pommes de senteur. Une pomme de senteur, un pomander, en anglais, c'est une petite boule de métal ajourée, souvent en argent ou en vermeil, de la taille d'une noix ou d'un œuf. À l'intérieur, un mélange de substances odorantes, de l'ambre gris, du musc, des résines, de la cire parfumée. On la porte accrochée à la ceinture, glissée dans une poche, suspendue à un ruban autour du cou. Quand l'odeur devient trop forte, dans un couloir, dans une pièce bondée, au chevet d'un malade, on la porte à son nez et on respire à travers. C'est un filtre, un masque olfactif portatif. Et les inventaires, après décès des courtisans, ces listes méticuleuses de tous les biens d'une personne, dressées après sa mort, en mentionnent systématiquement. Parfois 2, parfois 5. Les plus riches en possédaient des collections entières, chacune avec un mélange différent pour des circonstances différentes. Puis, il y avait les gants. La corporation des gantiers parfumeurs de Paris était l'une des plus puissantes du royaume. Pas parce que les gens aimaient les gants, parce que les gens avaient besoin de gants parfumés. Le cuir était tanné avec des procédés qui lui donnaient une odeur épouvantable. Et pour couvrir cette odeur, on imprégnait les gants de parfum. Résultat, un accessoire qui remplissait une double fonction. Il masquait sa propre puanteur et il masquait celle du monde. Un courtisan qui portait ses gants parfumés à son visage pouvait traverser les pires couloirs de Versailles en ne respirant que du jasmin, de la tubéreuse ou de la fleur d'oranger. C'était un luxe, oui, mais c'était surtout une technique de survie. Les éventails aussi. On pense aux éventails comme à des objets de coquetterie, des accessoires élégants que les femmes agitaient pour se donner un air. La réalité est plus triviale. Les éventails de cour étaient imbibés d'essences parfumées. Quand une femme s'éventait, elle ne cherchait pas seulement la fraîcheur. Elle créait autour de son visage un microclimat olfactif, une bulle d'air parfumé qui la protégeait, quelques secondes à la fois, de l'atmosphère ambiante. Le geste gracieux que les tableaux nous montrent était, dans sa fonction première, un réflexe sanitaire. Et par-dessus tout ça, il y avait le vinaigre. Le vinaigre des 4 voleurs, son nom vient d'une légende selon laquelle 4 brigands auraient survécu à la peste en se frottant le corps avec ce mélange, était un liquide à base de vinaigre, fort infusé d'herbes aromatiques, romarin, sauge, lavande, thym, menthe, absinthe. On le portait sur soi dans de petits flacons. On s'en tamponnait les tempes, les poignets, le dessous du nez. Ce n'était pas un remède, c'était, même si personne ne l'aurait formulé ainsi, un moyen de ne pas devenir fou dans un monde qui sentait la mort. Je veux insister sur quelque chose. Tout cet arsenal, les pommes de senteur, les gants parfumés, les éventails imbibés, le vinaigre, les sachets d'herbe dans les corsages, les mouchoirs trempés d'eau de toilette, tout ça ne supprimait rien. Ça superposait. Les courtisans de Versailles ne vivaient pas dans un monde inodore. Ils vivaient dans un monde à 2 couches olfactives. En dessous, la puanteur réelle des corps, du château, des écuries, des cuisines et des maladies. Au-dessus, le parfum, épais, animal,
capiteux qu'il plaquait par-dessus pour tenir, et entre les deux, il y avait eux. Le parfum qu'on portait à Versailles n'était pas seulement une question d'hygiène, c'était un code social. Le type de parfum indiquait le rang aussi sûrement que la coupe d'un habit. Louis XIV lui-même a traversé plusieurs périodes olfactives. Dans sa jeunesse, il aimait les parfums lourds, le musc, l'ambre, la civette. Vers la fin de sa vie, il ne supportait plus que la fleur d'oranger, les senteurs légères, les eaux fraîches. Madame de Maintenon, sa seconde épouse, détestait les parfums forts. Et quand elle est devenue la femme la plus influente de la cour, la mode olfactive a basculé avec elle. Les courtisans qui, la veille, se couvraient de musc, se sont mis à porter de l'eau de fleurs d'oranger, non pas parce que leur goût avait changé, mais parce que le pouvoir sentait désormais différemment. Annick Le Guerrer, qui a consacré des années à l'histoire des odeurs, et Alain Corbin, dont le livre sur l'imaginaire olfactif reste une référence 30 ans après sa publication, décrivent tous les deux le même phénomène. Le parfum à Versailles n'était pas un plaisir, c'était un langage, un outil politique, un marqueur de pouvoir. Et en même temps, c'est là que ça devient vertigineux. C'était la seule chose qui permettait à des milliers de personnes de vivre ensemble dans un lieu où l'air lui-même était hostile. Pensez à ça un instant. Pensez à ce que c'est que de vivre dans un endroit où respirer normalement est un acte de résistance, où chaque inspiration vous rappelle ce que la façade dorée essaie de vous faire oublier, et où la seule solution que le système vous offre, c'est de masquer, jamais de nettoyer, jamais de résoudre, jamais de changer, mais de masquer, de couvrir, d'ajouter une couche par-dessus la précédente et de continuer comme si de rien n'était. Maintenant, revenez à la galerie des glaces, celle du début, les 357 miroirs. Vous les voyez différemment, non ? Versailles est un chef-d'œuvre. Ça, personne ne le conteste. Et ce n'est pas ce que cet épisode remet en question. Ce que cet épisode remet en question, c'est ce que chef-d'œuvre veut dire quand on gratte la dorure. Louis XIV a construit un palais qui contrôlait tout. Ce que les gens voyaient, les miroirs, les perspectives, les jardins symétriques. Ce que les gens entendaient, la musique de Lully, le silence imposé par l'étiquette, ce que les gens disaient, les mots pesés, les révérences codifiées, les conversations surveillées, ce que les gens faisaient, chaque geste du matin au soir, du lever au coucher, réglé comme une mécanique d'horlogerie. Versailles était une machine à contrôler la réalité. Mais il y a une chose que Louis XIV n'a jamais contrôlée, l'odeur. L'odeur était la faille, le seul élément du réel que la propagande ne pouvait pas maquiller, que l'étiquette ne pouvait pas réglementer, que les miroirs ne pouvaient pas embellir. On peut forcer un homme à se taire. On ne peut pas forcer l'air à ne pas puer. Et c'est pour ça que les archives en parlent si peu. Pas parce que le sujet était trivial, mais parce qu'il était dangereux. La puanteur de Versailles était l'aveu permanent, involontaire, impossible à effacer, que la grandeur avait ses limites, que derrière la plus belle façade du monde, des corps souffraient, des fosses débordaient, des gens vivaient dans des conditions indignes, et que le système entier reposait sur un accord tacite, ne jamais le dire à voix haute. 3 siècles plus tard, cet accord tient encore. Les guides touristiques ne parlent pas des odeurs. Les manuels scolaires ne les mentionnent pas. Les documentaires les survolent en une phrase entre 2 plans sur les dorures.
Et chaque année, des millions de visiteurs traversent la galerie des glaces en respirant un air conditionné et en pensant qu'ils voient Versailles. Ils voient la moitié de Versailles, la moitié propre, la moitié dorée, la moitié que le roi voulait qu'on voie. L'autre moitié, celle qui sentait, est restée dans les archives, dans les lettres que la princesse Palatine envoyait en Allemagne, dans le journal des médecins du roi, dans les ordonnances désespérées qui interdisaient de souiller les escaliers, dans les inventaires de pommes de senteur et de flacons de vinaigre. Ces documents existent, ils sont là, il suffit de les lire, et quand on les lit, Versailles ne brille plus tout à fait de la même manière. Il ne s'éteint pas, il change, il devient un lieu réel, habité par des gens réels, avec des corps réels, qui respiraient un air réel. Et cette réalité-là, sale, puante, humaine, est peut-être plus digne d'être racontée que n'importe quelle dorure. 357 miroirs, ils reflétaient la lumière, jamais l'odeur. Si cette vidéo a changé votre regard sur Versailles, abonnez-vous, la suite est encore plus troublante.